Plusieurs camions de vivres quittant ou allant au Nigeria ont été bloqués du côté de Djibia à la frontière avec le Niger. La CEDEAO, dont le Nigeria est membre, a sanctionné le Niger après le coup d'État qui a destitué le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Je ne suis pas un contrebandier. Je transporte du maïs et des haricots. Avec tout cela, nous ne savons pas où mettre ces articles parce que nous sommes désorientés. Ce n'est pas juste pour nous parce qu'il n'y a même pas de vendeur de nourriture ici. Il faut prendre un vélo avant de pouvoir manger. Nous ne sommes pas des Nigériens et je vais à Djibia. Djibia n'est pas le Niger. Les relations entre le Niger et la CEDEAO se détériorent de jour en jour alors que la date limite pour une action militaire contre la junte à l'origine du coup d'État a expiré il y a quelques jours. La perte sera énorme. Le gari que je transporte uniquement est estimé à 15 millions de naira, sans compter le transport, et nous sommes bloqués ici depuis 5 jours. Je m'arrête à Djibia, mais plusieurs de ces véhicules vont en République du Niger et même au-delà. Ce n'est pas la frontière principale, nous sommes toujours à l'intérieur du Nigeria, mais nous sommes arrêtés. Ils devraient nous permettre d'aller à la frontière principale et de voir ce qui s'y passe. Au-delà du blocus économique imposé par la CEDEAO, plusieurs pays et organisations internationales ont remis en question leur aide financière, dont la France et l'Allemagne. État de Sokoto, Nigeria. Nous fonçons plein nord vers la frontière du Niger. Cette région est l'une des plus dangereuses du pays, minée par les meurtres et les kidnappings. La route est l'un des principaux axes du commerce transfrontalier, au point mort depuis le putsch du 26 juillet à Niamey. Devant nous, la ville nigérienne de Birni-Nkoni, dans la région de Tawa, désormais coupée du monde avec la fermeture des frontières. Ici, c'est la débrouille. Les marchands ont recours aux chemins de brousse clandestins. C'est aussi le retour aux méthodes anciennes. Notre seul problème, ce sont les forces de sécurité. Il faut les payer pour qu'ils nous laissent passer. Mais on a beaucoup de boulot. Allez, il faut qu'on y aille. C'est un défilé humain incessant qui, grâce à la corruption, fait la navette entre les deux pays. Mais il y a aussi ceux qui ne passent pas. Ils sont des centaines de chauffeurs de camions comme ces hommes venus du centre du Nigeria, coincés ici, sans aucun recours que l'attente. Les gens vont mourir si cette frontière reste fermée. Les gens vont mourir. Il n'y a pas de boulot. Et du matin jusqu'au soir, je ne mange pas. Les camions sont remplis de marchandises. Regardez, on doit acheminer du charbon pour une usine au Niger. Retour dans la ville de Sokoto, dans l'immense marché à bétail de Bodinga. Les animaux se vendent et s'échangent ici depuis des siècles. Là aussi, la crise au Niger bouleverse la vie de ces commerçants traditionnels. La fermeture des frontières est un énorme problème pour nous. Nous avons 3 fois moins de bétail qu'en temps normal, tout simplement parce que les animaux ne peuvent plus arriver jusqu'ici. D'habitude, on vend jusqu'à 900 bêtes par jour. Tout ce que l'on veut, ce sont des médiations pour que cela cesse. Nous avons tous des familles au Niger. S'ils utilisent la force, il y aura beaucoup de pertes humaines. Notre gouvernement doit pousser à la négociation pour que le calme revienne. Plus le temps passe dans cet immense territoire socialement et économiquement interdépendant, plus la situation pour beaucoup va devenir irréversible. L'impact du putsch nigérien va bien au-delà de ses frontières. Alors à travers ces 2 reportages, vous voyez bien quelles sont les conséquences concrètes d'une instabilité politique et des sanctions économiques que l'on impose au pays qui ne suit pas la fameuse doxa. On a le Niger qui se sépare de l'influence
directement de l'influence française et qui a décidé de reprendre son destin en main. On ne peut pas lui reprocher de reprendre son destin en main, puisque ce président qui était là semble être contesté quand même par une bonne partie de la population. Et immédiatement, sanctions économiques, comme on a fait pour d'autres pays, c'est-à-dire c'est immédiatement la population qui trinque, la population, celle qui vit de petits boulots, qui travaille de petits business, de commerce. Et là, on voit qu'en Afrique, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de RSA, de chômage, de tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a des enfants qui travaillent. Vous voyez bien qu'à travers ce reportage, il y a des enfants qui travaillent pour nourrir leur famille, qui aident leurs parents. Et vous avez des gamins qui sont là, qui font leur petit business. Vous avez vu le gamin avec son âne, là, qui essaie de transporter des sacs de riz ou de maïs, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils essayent de déjouer les sanctions en passant par d'autres coins où il faut en plus certainement... il y a de la corruption, évidemment, au passage, mais c'est la débrouille, quoi. C'est ça l'Afrique, c'est la débrouille, c'est survivre. Et là, en imposant ces sanctions économiques, mais c'est une horreur, immédiatement les institutions normalement humanistes, humanitaires, devraient intervenir, les associations, toutes nos associations, nos belles associations, devraient intervenir auprès du gouvernement français pour lever ces sanctions économiques et régler le problème autrement, mais c'est la population qui trinque. Et là on voit bien qu'il y a une forme de chantage exercé sur la population pour déstabiliser évidemment le pouvoir actuellement ceux qui ont pris le pouvoir au Niger. Ce chantage est un véritable scandale. Il y a des gens qui souffrent, il y en a qui vont perdre leur affaire, leur petit business, leur petite boîte, leur commerce, que sais-je. On voit bien que, vous savez, ça vit continuellement l'Afrique pour y avoir été. C'est sans arrêt des gamins qui vous proposent des produits. Chacun, il y a des marchés partout. Il y a ça vit, et ça échange. C'est un commerce extrêmement, vivant, et tout le monde vit de son commerce. On en a besoin. Il n'y a pas d'aide sociale. En France, on réalise pas. Alors, on parle comme ça, on tient des propos, mais tout le monde reçoit plus ou moins des aides sociales pour subvenir à des difficultés qui sont passagères. Là-bas, il n'y a pas d'aide sociale. C'est-à-dire que les gens ont vraiment besoin de leur business pour vivre, voire survivre. Et donc là, en coupant le commerce comme on le fait, c'est catastrophique pour une pauvre population qui essaie de s'en sortir comme ils peuvent, en bossant, on voit les gosses qui bossent et tout ça, enfin tout le monde s'y met, c'est dur, en plus il fait très très chaud, donc vous voyez bien un peu les difficultés qu'il peut y avoir. Vous avez les camionneurs là qui sont en train de perdre du chiffre d'affaires, ils ont leurs camions, ils ont dû investir certainement, ils ont dû faire des emprunts ou j'en sais rien, ils ont des obligations, si vous voulez, financières comme nous, pareil, comme tous ceux qui sont à leur compte, qui peuvent comprendre. Et là, toute l'Afrique est comme ça, les gens vivent de leur travail, ils n'ont pas de subvention, donc ils vivent de l'État, donc ils vivent de petits boulots comme ça, ils ont leurs affaires plus ou moins grandes, mais tout le monde participe à l'économie, et le commerce et la circulation des biens est absolument essentiel. Il faut bien comprendre ça. Donc vous avez là une situation qui est vraiment catastrophique. Ça fait quand même 3 semaines que ça dure, et puis ça dure. Alors là, je ne sais pas s'il va y avoir une intervention militaire, mais s'il y a une intervention militaire, il va y avoir des victimes. Il va y avoir des victimes, et s'il y a des victimes, c'est le chaos, c'est-à-dire qu'on va semer le chaos en Afrique, et je ne sais pas si le Burkina Faso et le Mali vont intervenir, s'il y a une intervention de l'armée de la CEDEAO, mais ça risque de faire mal en tous les cas, si on va dans ce schéma-là, plus les gens qui vont plus pouvoir faire leur commerce, vous voyez comment ils vont bouffer, comment ils vont s'en sortir, c'est une catastrophe. Évidemment, vous voyez pas ça sur TF1, alors là, il y a France 24 qui est obligé d'en parler, parce que c'est quand même un peu leur spécialité, mais sinon, sur tous les médias, même CNews n'en parle pas, BFM n'en parle pas, BFM, il radote tout le temps avec la canicule, elle est toujours en Afrique.
Américains. Faut arrêter avec cette canicule comme si c'était un événement exceptionnel. Bah là-bas, c'est tout le temps qu'il fait 40 degrés, donc il faut arrêter. Donc vous voyez un peu dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, et puis nous, on parle de nous sans arrêt, sans penser à la situation de ces pauvres gens. Donc là, vraiment, on a une situation, de mon point de vue en tous les cas, qui est grave. Et je m'étonne que les Africains connus, les rappeurs qui sont issus de l'Afrique ou qui ont moins des liens avec l'Afrique, les binationaux, les footballeurs binationaux qui gagnent des millions et des millions, pourquoi là on les entend pas? Les artistes, comme Omar Sy, tout ça, pourquoi on n'entend pas ces gens-là? C'est toutes ces grandes personnalités qui sont là à défendre l'Afrique. Et là, c'est le moment de se mouiller, c'est le moment d'intervenir, c'est le moment d'aider, c'est le moment de faire pression pour soulager cette population nombreuse qui souffre actuellement des sanctions économiques voulues par l'Occident, mais voulu par l'Europe, par les Allemands, mais voulu évidemment par la France également, dont le gouvernement a été stupéfait par cette ce putsch, cette prise de pouvoir par les militaires. Donc, on espère que les grandes âmes généreuses, les grandes âmes africaines qui ont tellement d'argent en France avec le football, avec les rappeurs, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils attendent au lieu de se battre toujours contre notre identité française, qu'ils aillent se défendre, qu'ils aillent défendre leurs propres frères qui souffrent là en Afrique. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là, qui sont toujours prêts à faire une déclaration généreuse quand c'est un voyou qui commet un méfait en France? Là, on prend tout de suite sa défense. Là, vous êtes des pauvres gens dont il faudrait se mobiliser pour défendre et intervenir de façon à ce qu'on soulève, qu'on annule ces sanctions économiques et pénalise le petit peuple. C'est facile à comprendre. Vous voyez, là même, il y a absence totale, absence des médias, absence des célébrités dont des célébrités noires à la peau noire qui n'interviennent pas pour leurs fameux frères, toujours nos frères, là vos frères, ils sont en train de subir une injustice terrible, ils sont en train de crever et vous ne faites rien pour mes fameux frères. Sauf quand c'est un délinquant qui fait un refus de t'enterrer, alors là vous montez au créneau. Quand ils agissent de casser, vous leur dites oui, allez-y, cassez les écoles en France, brûlez les églises, j'en sais rien, mais là ils encouragent. On va tuer les blancs. Il y a un rappeur en France qui disait qu'il fallait tuer les blancs. On a vu une scène de théâtre, on voyait une noire enfourcher des bébés blancs. Alors là, ils sont forts pour ça. Mais quand il s'agit d'aider leurs fameux frères et sœurs qui souffrent en Afrique, là, on n'entend plus personne. Bizarre. Vous voyez un peu l'idéologie derrière tout ça et la manipulation et la mauvaise foi. J'en dis pas plus. Allez, je vous souhaite une bonne journée.